Donc, Automated Testing from the Trenches, c'est comment on fait des tests en vrai, quoi. Quand j'ai commencé à écrire du code, je me suis dit, écrire du code, c'est facile, mais le maintenir, c'est compliqué. Grosso modo, la plupart des projets qu'on peut faire chez nous, il n'y a pas de difficulté technique. Étant donné un temps assez long, il n'y a rien d'impossible. Donc, notre boulot, c'est de gérer la qualité de code, la stabilité du code, pour ne pas avoir une dette technique qui s'accumule et qui nous empêche d'avancer. Pour situer un peu le scope des projets dont on parle d'Essence. Essence, on l'a démarré en 2008. Fonctionnellement, c'est un comparateur prix des carburants qui devient de plus en plus riche après année. Durée de vie d'une ligne de code dans Essence, c'est à peu près 4 ans. C'est-à-dire que si on écrit quelque chose qui n'est pas correct, qui est pénible à utiliser, on va se le taper, on va devoir vivre avec pendant 4 ans. Jusqu'à ce que elle disparaisse parce qu'on a réécrit cette partie-là. La dette technique, quand on est prestataire et qu'on écrit du code pour le compte de quelqu'un d'autre, elle se mesure par le coût des fonctionnalités qui, au début du projet, pour 1 000 €, j'arrive à faire telle fonctionnalité. La même fonctionnalité, 3 ans dans le projet, ça devient 10 000 €. Là, vous payez votre dette, le client paye la dette, et au bout d'un certain temps, la dette est trop forte. Soit on réécrit tout, mais quand on réécrit tout, en général, le client en profite pour changer de prestataire. Vu que c'est notre métier de gérer cette dette technique, les tests, c'est un des outils qui nous permet d'accomplir de faire notre métier et de gérer cette dette technique. Il y a plusieurs types de tests, alors je vais les passer assez vite en revue parce que ça se veut une talk assez pratique plutôt que théorique. Donc on a les tests unitaires. Les tests unitaires, c'est on teste au niveau d'une fonction, d'une méthode, et on sait à l'avance ce qu'on va tester, c'est-à-dire qu'on connaît le contenu de la méthode à tester. C'est des tests qui sont très rapides et c'est des tests qui peuvent être exhaustifs, on peut en écrire beaucoup. Tests fonctionnels qui viennent tester un sous-système de l'application. Par exemple, aller faire une requête à un web service, récupérer la réponse, mettre ça dans la base de données locale et relire les données. Donc c'est ce que j'appelle du grey box testing parce qu'on a une petite idée de quels sont les différents layers, mais on n'a pas le détail de chacun des layers au moment où on fait les tests. C'est des tests qui sont un peu plus lents parce que quand on fait un appel à un web service, on parle tout de suite de 100 millisecondes, mais qui sont plus pertinents parce qu'ils testent plus de choses que les tests unitaires. Et enfin, les UI tests, là on teste vraiment en black noir, on se met en boîte noire, on se met à la place de l'utilisateur, on utilise l'application et on fait ce que ferait l'utilisateur. Quel que soit le type de test, après pas mal d'années à avoir fait des tests un peu dans tous les langages et dans toutes les technos, on arrive à peu près à décrire un test de cette manière-là. Donc c'est un test, chaque test est décrit en 3 parties. On décrit les préconditions. Les préconditions, c'est quel est l'état du système dans lequel je veux être au début du test. Ensuite, j'exécute une action ou plusieurs actions, voilà, de manière préférentielle. On exécute une action, ça permet de savoir exactement ce qui échoue. Une fois que l'action est effectuée, on constate que le système a évolué
dans un nouvel état et que c'est bien l'état qu'on attend. Par exemple, ça c'est un test qui vient vérifier que lorsqu'on achète un lavage dans Essence, alors on récupère bien un lavage avec un code valide. Donc il se décrit de la manière suivante avec les trois parties. Étant donné un order qui a été livré, c'est-à-dire que le paiement a eu lieu, etc. Quand je viens chercher le livrable lié à cet order-là, donc livrable c'est le code lavage, alors je récupère un livrable de type lavage qui est un code non vide. Donc ça c'est la spécification du test. Et l'implémentation, donc, elle est là. Il y a un certain nombre de choses assez intéressantes à expliquer. L'ensemble du test il est wrappé dans un XCT assert no throw, qui est une fonction qui fait échouer le test si une exception élevée dans la closure qui est là. On pourra très bien dire que le test sera une exception et pas avoir ça. L'intérêt d'avoir ça, c'est que il est double. Premièrement, le message d'erreur, si jamais on mettait juste un func test retrieve delivery qui se rose, le message d'erreur est illisible. Alors qu'ici, on a le bon message d'erreur avec l'erreur Swift. Grosso modo, ça marche quand c'est des erreurs Objective-C, quand c'est des erreurs pure Swift. On ne peut pas, à la lecture du log du rapport de test, savoir ce qui a échoué. Ça nous dit juste qu'il y a une erreur, on ne sait pas d'où ça vient. Et dans le cas où on a deuxième intérêt, si on a plusieurs blocs, etc. Certnosro, ça permet de savoir si on a échoué dans le premier bloc ou dans le deuxième bloc. La façon dont on récupère l'order, la commande, donc ça c'est vraiment, voilà, l'utilisateur a choisi un lavage, il a cliqué sur j'achète, il a rentré sa carte bleue, etc. Tout ça c'est encapsulé dans des helpers qui nous servent à factoriser le code de test de manière à ne pas avoir toutes les étapes en en-tête de test pour avoir, par exemple, récupéré une commande. Récupérer la commande, on est assez loin dans le processus. Derrière, si on regarde, ça crée un utilisateur, ça se log avec l'utilisateur, ça met à jour le profil, donc ça lui met son nom, sa date de naissance, etc. Ça rentre une carte bleue de test, ça liste les offres de lavage, ça choisit une offre, ça place la commande, ça la paye et ça nous retourne l'order une fois qu'il a été, donc le paiement a été validé. Ça c'est très important d'avoir des tests qui restent succincts pour la maintenabilité du code et de factoriser toutes les étapes dans ce genre de helper qui sont très simples à utiliser. Donc rien du tout. Ensuite, je fais mon action, donc c'est la deuxième étape. Et après, j'ai mes assertions où je viens vérifier que le produit de mon action est bien ce que j'attends. Donc là, on a bien des livrets de type auto-wash, sinon on échoue, et qu'il y a un code qui n'est pas vide. Donc, ce qui correspond à la spec qu'on avait mis juste au-dessus. Dans un projet, on va retrouver typiquement 100-200 tests par module, et 100 c'est à peu près 5 à 6 modules. Donc on se pose la question de comment maintenir ces tests-là, et on a une métrique de qu'est-ce qui fait un bon test. Alors qu'est-ce qui fait un bon test? Premièrement, c'est un test qui est automatisé. On est prêt, nous, à investir du temps, à écrire des tests qui s'exécutent tout seuls, pour ne pas avoir passé à la main derrière à chaque moment, à chaque livraison, etc. Parce que ça, c'est quelque chose qui ne scale pas, on n'est pas nombreux. Si on passait la moitié de notre temps à faire des tests manuels,
C'est la moitié de notre temps qu'on passe pas à faire autre chose. Et du coup, on les ferait pas, et du coup, on aurait des problèmes de qualité des qualités de code ou de qualité de livrable. Un test doit être fiable, dans le sens où s'il échoue, il faut que ce soit pour une bonne raison, c'est qu'il y ait une régression quelque part. Donc ça pose tout un tas de questions sur l'infrastructure de test, parce que si le réseau, par exemple, est pas, on fait des appels web services, mais le réseau ou l'appel où le serveur est lent à répondre ou n'est pas fiable, à chaque fois qu'on va jouer les tests, on va avoir un test qui échoue. Par exemple, si on s'est déjà interfacé avec des gens qui nous disaient, moi mon serveur il marche 99,9% du temps. Nous quand on lance les tests, on fait 1000 requêtes. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on lance les tests, il y en a une qui échoue. C'est-à-dire que notre build il est rouge. Donc on est vraiment à la recherche de tests qui sont fiables. Donc quand on se connecte avec quelqu'un qui n'est pas fiable, il faut en tenir compte. Et ça permet de relever le niveau quand on maîtrise la partie back-end sur la fiabilité des API qu'on développe. Quand le test échoue, il est important qu'il y ait une information qui soit associée à cet échec. Un test qui échoue, qui passe le build au rouge et qui nous dit rien, à part que j'ai pas réussi à faire ce que je voulais faire, c'est pas intéressant. Il y a un travail qui est fait pour que les exceptions, surtout en Swift, maintenant c'est beaucoup plus simple, aient de l'information qui permettent au premier regard dans le rapport de test de voir bon ça a foiré pour cette raison. Les tests doivent être faciles à lire. Ils doivent être faciles à lire parce que ça devient la documentation exécutable du projet. Comment doit réagir l'API, ça c'est quelque chose. Donc quelle est la spécification par exemple de mon API, il peut y avoir des documents Word, c'est très bien, mais la vérité c'est ce qui est codé. Ce qui est codé bouge au fur et à mesure du temps. Il y a des régressions, il y a des corrections de bugs qui introduisent d'autres régressions, etc. Donc ces tests permettent de savoir au moment où on a écrit le code, comment on imaginait que ça allait nous répondre. Parce qu'on a testé et on a écrit le code qui le teste avec, à l'instant T, la compréhension qu'on avait. Le test doit être rapide. Il doit être rapide parce qu'il y en a beaucoup. Si pour exécuter tous les tests, ça dure 20 minutes, on ne va pas les lancer souvent. On ne va pas les lancer avant chaque commit. Donc rapide, ça veut dire que 100 tests, ça doit tourner pour nous dans l'ordre de 1 à 2 minutes, pas tellement plus. Enfin, ils doivent être faciles à écrire parce que s'ils sont difficiles à écrire, on va mettre de la dette technique dans les tests. Et vu que tout l'objet de la démarche, c'est de réduire cette dette technique, il nous faut des outils, des méthodes, des pratiques, des savoir-faire spécifiques à l'écriture de tests. Il y a une règle, on dit que qu'est-ce qu'on dit? Je sais plus. Qu'un code qu'un code qui est difficile à tester est probablement un mauvais code. Et à l'inverse, on peut construire un code applicatif pour qu'il soit facile à tester. Et en général, en corollaire, on a un code qui est bien découplé, bien architecturé. Si je reviens à mon idée de la dette technique, qu'est-ce qui fait qu'on a un code base correct? C'est qu'on a des bons tests. C'est un indicateur. Si on récupère un projet avec les tests, c'est le premier truc que je regarde. Match sur cette liste-là, j'ai plutôt confiance dans le code que je vais embarquer. Donc maintenant on va passer à la partie plutôt pratique.
qui est de comment on écrit les tests, quel est le processus par lequel on passe chez nous pour écrire les tests. Donc je reviens sur mes 3 étapes. Et la question qu'on se pose, c'est comment je vais tester une API de création de compte avec un email et un mot de passe. Donc ça commence simplement, il me faut une adresse email, un mot de passe et si possible une adresse email qui n'existe pas déjà sur le serveur parce qu'on veut tester ici le cas nominal, le cas qui marche. L'action, c'est quand je crée mon compte. Grosso modo, je fais un post sur un URL qui ressemble à /account/create et je passe le user et le password en paramètre. Et je constate que j'ai un statut HTTP qui correspond à un succès. Le code qu'on va retrouver chez nous qui fait ça, il est suivant. Donc, on retrouve la spécification du test. On récupère un email. Alors, la ruse, c'est de générer l'email à la volée pour éviter pour avoir des emails uniques à chaque fois. Un mot de passe un peu débile. Et on fait l'appel à l'API. Si jamais il y a une erreur lors de la création du compte, une exception va être levée et le test va échouer sur le XCT assert Nostro. Je ne sais pas pourquoi j'avais un truc. Alors, j'ai découvert un truc il n'y a pas très longtemps qui a changé ma vie quand on fait des tests sur Xcode. C'est le raccourci clavier CTRL-ALT-COMMAND-G qui permet de lancer le dernier test que vous aviez lancé ou le dernier test case que vous aviez lancé. Ce qui permet d'éviter d'aller les rechercher dans les fichiers sources pour le relancer. C'est pertinent quand on a plusieurs centaines de tests et qu'ils sont un peu difficiles à trouver. Deuxième test qu'on va faire, toujours sur la même fonction, c'est que dans la spec, par exemple, on nous a dit il faut que le mot de passe ne soit pas vide. Donc on va tester ça. Là, c'est encore la même chose. Donc je récupère un email qui n'existe pas sur le serveur et un mot de passe vide. L'action est la même. Je crée le compte, donc je fais mon post sur l'endpoint de l'API. Mais je m'attends à récupérer une erreur de type 400, pas 500, 400, indiquant que le mot de passe est invalide. Le code qui teste ça chez nous, c'est le suivant. On a toujours le même email, on met un password vide. Et là, on passe par une fonction qui est XCT assert throw. C'est la contraposée de la nothrow qui échoue si jamais il n'y a pas d'erreur, qui fait échouer le test s'il n'y a pas d'erreur. Et s'il y a une erreur, on la récupère en valeur de retour de la fonction et on peut l'inspecter derrière. Je fais mon appel. Et ensuite, je vérifie que mon erreur est à un statut 400 et qu'elle contient une erreur pour le champ password. Oui, j'ai cela. Les 2 dernières lignes, la syntaxe telle qu'elle est obtenue ici, c'est grâce à ton code ou c'est du... C'est match-like. C'est match? C'est match-like. C'est Nimble. Plus ici des custom matchers que je vais présenter juste après. Donc là, on peut constater l'élégance du code, en tout cas sa concision, qui permet de faciliter sa lecture et sa compréhension. Toujours en pensant, qu'est-ce qui se passe si dans 6 mois ou dans 1 an, il y a une erreur dans ce test-là. Est-ce que je suis capable, en un coup d'œil, de comprendre ce que ça fait? Dans le test précédent, celui du create account,
vérifie que ça se throw pas, mais tu fais pas une vérification explicite du statut HTTP. C'est fait dans le code du C'est client. fait dans la lib HTTP. Si t'as un 200, t'as pas d'exception. C'est ça. C'est le point get qui fait ça. Donc le XCT-ASERTHROW, lui, il est intéressant parce qu'il permet de capturer et d'inspecter les exceptions, d'échouer s'il n'y a pas d'exception. Convention de nommage, donc on a ce qu'on teste et puis un peu le cas de test, donc un petit password qui permet, pareil, quand on voit les logs passer et les tests échoués, de savoir à peu près fonctionnellement dans quelle zone fonctionnelle on va devoir aller gratter. Le code de l'ASERTHROW, donc c'est pas quelque chose qui existe dans le SDK, c'est une petite fonction toute bête. Mais si dans chaque test on avait à écrire ça, ça nuirait à la lisibilité. Ça fonctionnerait, mais ça serait moins lisible. La lisibilité du test, c'est un de nos objectifs. Donc on travaille à faire ce genre d'optimisation qui rendent les tests plus lisibles. Dans la même idée, afin de simplifier les assertions, donc la vérification de ce qui s'est passé après l'action, on utilise des matchers qui sont spécifiques à nos objets ou nos libs HTTP, etc. Grosso modo, le code de bi HTTP status 400, ça vérifie, donc il est là, c'est pas très compliqué, mais ça vérifie que c'est une HTTP error et que le statut correspond bien au statut qui est en entrée. L'intérêt de ces matchers, donc la lib c'est Nimble, c'est que les messages d'erreur qui sont printés en cas d'erreur sont beaucoup plus explicites que sur un XCT fail. La même variante avec le cas du compte email, l'email qui a déjà été utilisé. Donc là, on récupère la spécification. On dit ben voilà, si on a un email qui existe déjà sur le serveur, alors quand je crée le compte, j'ai un statut 400 indiquant que le login est invalide. Ce qui est intéressant à regarder dans l'implémentation, c'est que toute la mécanique de un email qui a déjà été utilisé, qui est déjà sur le serveur, je ne la mets pas dans le test. Je veux garder mon test lisible. Donc ça part dans une fonction qui est privée et je mets un email, let email égale un email ready register. C'est un détail d'implémentation pour ce qu'on veut tester, de savoir est-ce que c'est, comment je récupère cet email là. L'implémentation elle est toute con, c'est je prends un email et je crée le compte et je retourne l'email. Si déjà créé, tu ignores l'erreur. Bah, vu que c'est un email qui est généré comme avant avec un UID, il y a peu de chances qu'il soit déjà créé. Et autre chose intéressante qui est sur tous les slides depuis tout à l'heure, c'est le point get qu'on retrouve après chaque appel aux API. Donc le point get, lui, il sert à attendre le résultat qui est une opération asynchrone avant de continuer la suite du test. Donc tous nos appels asynchrones chez nous retournent une promise. Une promise, c'est un objet sur lequel on peut attacher des handlers qui seront appelés quand le résultat sera là. On utilise la lib promiseKit. Ce qu'on gagne, c'est que les statements s'exécutent dans l'ordre où ils sont écrits. Alors si je mettais un handler ici, ça sera appelé ou pas, enfin en tout cas peut-être après le code qui sera ici. Ici on force l'évaluation synchrone
des appels asynchrones, ce qui facilite grandement les tests des API asynchrones. Le point get sur la promise, donc c'est une extension qu'on fait qui est toute con. Je mets en handler de la promise. Tant que j'ai pas soit d'un résultat, soit d'une erreur, je laisse tourner la run loop. Et quand j'ai soit une erreur, soit un résultat, je retourne le résultat ou je rethrow l'erreur. Donc tout ce processus, cette démarche, ça s'applique à tous les tests qu'on peut faire. Par exemple le login, les achats, venir consommer des ressources REST, etc., etc. Par exemple, quand on vient lire des ressources, c'est quelque chose qu'on fait des ressources REST, c'est quelque chose qu'on fait très souvent. On a un exemple de code où donc je viens chercher des stations de lavage, la station de lavage auto autour de là où je suis. La première chose que je fais, c'est je demande à avoir un document. Alors, document, nous, c'est un objet qui est un UI manage document qui comporte la base de données locale, donc le cache local, les access tokens et les appels aux API. J'appelle le serveur en me demandant de lister les auto-hash à côté de Paris, de me retourner au maximum 5. Je vérifie qu'il y en a 5 dans le résultat. Alors là, il y a deux choses intéressantes. C'est qu'est-ce qu'il y a dans le AnyDocument. Le AnyDocument, lui, il a toujours l'idée de donne-moi de quoi faire des appels au web service. Donc, si on lui donne un compte pour se connecter au web service, il va l'utiliser. Sinon, il va se débrouiller soit pour en retrouver un, soit pour en créer un. Évidemment, c'est plus rapide s'il en retrouve un parce qu'on n'a pas à faire le login ou la création de compte au passage. Donc, c'est aussi dans la démarche d'accélérer le code, de ne pas se reloguer à chaque test, de se reloguer si besoin. Il a une autre fonction qu'on utilise. En Swift, on a le keyword defer. Defer qui permet d'exécuter du code à la fin de la fonction. Nous, on a un defer en teardown qui permet d'exécuter du code à la fin du test. Et ce qui se passe, c'est je ferme mon document, c'est des opérations asynchrones, à la fin du document, qui permet de m'assurer que même si mon test échoue, à partir du moment où j'ai créé le document, il va être fermé à la fin du test. Deuxième chose intéressante, on est un peu léger en vérification ici. On vérifie qu'il n'y a que 5 éléments dans ma réponse. On vérifie le type, si jamais c'est pas par exemple, si ce n'est pas des stations de lavage qui sont retournées, il y aura une exception qui va être levée. Mais on ne vérifie pas leur nom, leur etc. Enfin, on vérifie pas l'information. C'est très difficile à faire parce que les noms des stations de lavage à Paris, ils peuvent changer. Donc si je code par exemple la station numéro 1 dans mon tableau, le nom c'est éléphant bleu, il y a très peu de chances que 6 mois après, la première station à Paris soit toujours éléphant bleu. On peut vraiment changer de place, changer de nom, etc. Donc pour éviter ça et répondre à la question de comment on teste le mapping d'un JSON qui drive l'API sur le modèle de données qui est en car data, on utilise des fixtures, donc des bouts de JSON qui sont embarqués dans la target de test et qui nous permettent de maîtriser déjà le contenu de la réponse
et du coup nous permettent de vérifier champ par champ qu'on récupère bien dans notre modèle côté application la même chose que ce qu'on avait dans le JSON. Donc on se dit du coup qu'on vraiment on teste pas le contenu dans les autres tests. Bah, on peut tester le contenu s'il change pas quoi. Parce qu'en général, moi je fais peut-être du coup ça sert peut-être à rien, mais regarder si c'est pas vide ou si c'est. Bah, ça c'est un peu con. Enfin c'est un peu con. C'est Tu peux le faire si jamais tu testes ton hypothèse comme quoi par exemple le nom ne peut pas être vide le nom. Et comme ça le jour où il y a une station de lavage avec un nom vide apparaît, ton test pètera. Mais est-ce que ça fait partie de la spécification ou pas? Là, on est en train de dire je vérifie que mes champs sont bien mappés. Et si jamais je voulais supporter explicitement le cas du nom vide, je mettrai un test supporté ou non supporté explicitement, je mettrai un test avec un JSON qui a un nom vide. Et je constaterai, si je veux le supporter, que le mapping se fait, et que si je ne veux pas le supporter, que le mapping ne se fait pas. Qu'il y a une erreur impossible de charger une station de lavage. Et l'intérêt, donc là, c'est qu'on a le JSON en local. C'est extrêmement rapide, on ne passe pas par le serveur. Donc là où on avait peut-être 50 millisecondes, 100 millisecondes, on vient de descendre à moins d'une milliseconde. Et on peut être assez exhaustif parce qu'on peut modifier le JSON à la main pour se mettre dans des cas un peu limites. Donc là, ce que tu vérifies par ce test, c'est vérifier que lorsque tu processes ton JSON, les champs qu'il y a dans les valeurs qu'il y a dans le JSON sont bien dans le modèle après, c'est ça? Ce test, il fait ça. Donc après, se pose la question, comment tu vérifies que... Enfin, tu t'assures que ton web service, il te retourne bien les bons champs, quoi, et avec tes valeurs d'un type correct, quoi. S'il manque un champ, par exemple, dans le web service, ou s'il est ce JSON, il vient du web service. On le récupère parce que la lib HTTP GTM Session Fetcher permet de dumper tous les échanges réseau dans un fichier. Maintenant, dans le temps, si jamais si c'est le cas du mapping, là, enfin d'un champ qui a été renommé, de toute façon, ton test ici, il va échouer parce que si c'est un champ mandatory qui a été renommé, le mapping ne se fera plus. Et si c'est un champ non autorisé qui a été renommé, tu verras pas. Tu le verras pas, mais de toute façon, tu peux pas tellement le voir. Donc, Ça compte pas. Donc, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Tout ce qu'on a dit, ça permet de gérer au mieux la dette technique, donc de clarifier les spécifications, d'être prévenu quand il y a un changement non compatible et d'avoir explicité la compréhension qu'on avait des interactions entre, par exemple, l'API et l'appli.